est-ce que la France, d'abord, si on regarde vraiment les choses de très haut, est-ce qu'une politique spécifiquement française a ses chances? Est-ce que dans ce monde-là, la France, notamment à l'égard des Palestiniens, du monde arabe, peut tenir une voix singulière? Bah, l'histoire l'a démontré. Depuis le général de Gaulle, en passant par François Mitterrand, ce que le président de la République a fait le 7 octobre, sa prise de parole le 12 octobre, la visite que certains ont commentée en étant un peu tardive en Israël, mais pour cause, parce que c'est le seul leader occidental qui est allé à Ramallah, dialoguer évidemment avec l'autorité palestinienne, qui est allé en Égypte, qui est allé en Jordanie. Et de fait, oui, historiquement, la France a une voix particulière dans le Golfe, dans le monde arabe, une relation aussi forte avec Israël, on va y revenir, parce que Israël a connu un drame absolument épouvantable et Israël doit pouvoir se défendre. Mais de fait, il y a une diplomatie française, il y a une parole française, et le président de la République s'inscrit dans la lignée gaullienne. Par ailleurs, j'attache beaucoup d'importance, comme vous le savez. On reparlera du général de Gaulle tout à l'heure, mais allez, une archive, puisque vous citiez Mitterrand. Il y a eu des moments d'histoire dans ce conflit qui a l'air de ne jamais finir. C'est 82, François Mitterrand dans la Knesset, qui arrive à être dans cette ligne à la fois très ami d'Israël et ouvrant la porte aux Palestiniens comme jamais auparavant. On peut écouter l'archive. Pourquoi ai-je souhaité que les habitants arabes de Cisjordanie et de Gaza disposent d'une patrie? Parce qu'on ne peut demander à quiconque de renoncer à son identité ni répondre à sa place à la question posée. Il appartient, je le redis, aux Palestiniens comme aux autres, de quelque origine qu'ils soient, de décider eux-mêmes de leur sort, à l'unique condition qu'ils inscrivent leurs droits dans le respect du droit des autres, dans le respect de la loi internationale et dans le dialogue substitué à la violence. Sébastien Lecornu, 82, ça fait 40 ans. Est-ce que Emmanuel Macron, par ses déclarations sur le cessez-le-feu à Gaza, est le continuateur de cela? Mais il n'y a pas de doute. Et, quelquefois, c'est vertigineux de se dire que tant de temps après, on parle d'une déclaration 4 ans avant ma naissance, que tout cela est dans la situation dramatique que nous connaissons aujourd'hui. Et en même temps, c'est la fierté pour nous autres Françaises et Français que de voir que nous sommes constants. La solution à 2 États, l'esprit d'Oslo, la France, si j'étais un peu taquin, mais je ne veux pas créer d'incident diplomatique, mais la France, elle n'a jamais changé d'avis sur la solution à 2 États. Et d'ailleurs, le président de la République, le 12 octobre, il est le premier, il dit dans l'initiative de paix et de sécurité, il y a le droit à la sécurité et à la défense d'Israël, on va y revenir évidemment, il y a la question des civils, et évidemment la question humanitaire, parce qu'elle a aussi un impact sécuritaire. Je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, je suis ministre des Armées, donc on pourra y revenir aussi sur ce que cela peut donner de manière sous-jacente. Et puis la troisième des choses, c'est l'initiative politique, c'est évidemment la solution à 2 États, parce que, pardon de le dire, on n'a pas trouvé meilleure idée au moment où nous parlons, et donc il y a des prérequis à ça. Alors soyons honnêtes, vous dites continuité, il y a quand même eu des variations d'abord sur le temps long. De Gaulle, très aimé du monde arabe, Chirac, adoré du monde arabe. Après, parfois, la France a été accusée d'alignement atlantiste. Et si on prend le temps plus court, on a reproché à Emmanuel Macron d'avoir changé en quelques jours. Il y a eu d'abord la déclaration sur la coalition contre le Hamas, et puis ensuite cette autre déclaration plus récente qui semble plus soucieuse des Palestiniens. Non, mais en fait, les gens entendent aussi ce qu'ils ont envie d'entendre à l'instant T. Le trépied là, que je viens de redécrire devant vous, il est constant depuis le début. On ne parle pas de la situation humanitaire pour les civils à Gaza depuis vendredi ou ce samedi. On en parle depuis plus d'1 mois. Sur le droit absolu d'Israël à se défendre, pareil, ça a été la première parole du président de la République. Sur la nécessité de s'allier à plusieurs, y compris avec les pays du monde arabe, pour lutter contre les différentes formes de terrorisme, ça aussi on peut y revenir, c'est une nécessité absolue. La question du financement du terrorisme, il y a une nécessité de coalition. La réalité, c'est que les coalitions qui existent aujourd'hui, par exemple pour lutter contre Daesh, fournissent évidemment un certain nombre de réponses, mais on le voit bien, là où les 3 grands théâtres djihadistes, le Sahel d'une part, le Levant d'autre part et l'Afghanistan enfin, se sont jamais fondamentalement connectés entre eux. Désormais, à cause des réseaux sociaux, à cause des outils numériques, on voit quand même un djihad global qui peut s'internationaliser. Et quel est le point commun d'ailleurs entre ces différents foyers? C'est bien souvent la destruction de l'État d'Israël. Il faut le regarder lucidement. Donc on est constant dans ces affaires. Après, le problème d'une position d'équilibre, c'est que globalement, tout le monde vous la reproche. Donc d'un côté, on vous reproche de ne pas en faire assez
pour évidemment la sécurité des populations civiles palestiniennes. De l'autre, on nous reprocherait de ne pas en faire suffisamment pour soutenir la sécurité de l'État d'Israël. Mais ça, pour le coup, du général de Gaulle à François Mitterrand jusqu'à Emmanuel Macron, ces reproches-là ont toujours été faits dans l'histoire. Donc moi, j'appelle aussi nos concitoyennes et nos concitoyens à prendre un peu de distance et à regarder notre histoire aussi avec beaucoup de calme, parce que au fond, il nous faut de la patience et il nous faut raison garder. C'est ce que nous faisons avec le chef de l'État. Quand on voit les images de Gaza en partie importante détruite, on avait tout à l'heure sur notre antenne des témoignages qui donnaient l'ordre de grandeur. Ce sont des milliers de morts civils. On revient à cette question de la proportion. Israël est très clair, dit on veut tuer 30 000 membres du Hamas, mais simultanément ça cause des milliers de morts civiles innocentes. C'est le mot qu'a utilisé le président de la République. Est-ce que la proportion vous semble problématique ? Alors, une fois de plus, Israël doit pouvoir se défendre. Et c'est pas une parole en l'air. Le dilemme qu'a Tsahal, c'est évidemment que le Hamas se sert des populations civiles comme de boucliers humains. Pourquoi il y a cette question sur les hôpitaux, sur les écoles ? Parce que ce sont bien souvent des équipements, des infrastructures qui peuvent protéger ou cacher des infrastructures militaires. Mais de fait, la question humanitaire et la question de la protection des populations civiles, elle est absolument clé à l'appel. Justement, cette mesure et cette proportionnalité. On en sait quelque chose, parce que dans les opérations Chamal au Levant, beaucoup de personnes ressuscitent là récemment en disant la prise de Raqqa, la prise de Mossoul ou les opérations de sécurité sur Raqqa ont fait l'objet de proportionnalité. Pourquoi c'est important ? Déjà parce qu'il y a le terrain des principes et des valeurs. Israël est une démocratie, donc ce que fait Israël a un impact aussi sur nous, puisque nous sommes aussi une démocratie qui lutte contre le terrorisme. Mais ça a aussi un impact plus important pour l'avenir. La manière dont Israël s'y prend là, ou va s'y prendre dans les semaines qui vont venir, parce que ça va durer malheureusement, va aussi dire des choses dans l'environnement de sécurité dans lequel le Proche-Orient va se trouver dans les 10 ou 15 prochaines années. Et puis enfin, ça a deux autres impacts, je le dis directement. C'est un peu l'éléphant qui est dans la pièce, mais malheureusement, on ne peut pas trop communiquer dessus pour des raisons évidentes. Mais la question des otages. Quand le président de la République a cette position aussi sur les trêves, sur les pauses humanitaires, sans trahir de secret, c'est que c'est un des éléments clés des discussions que nous avons par ailleurs avec un certain nombre d'interlocuteurs pour la libération des otages. Enfin, vous voulez dire, pardon, pour être très précis, Monsieur le Ministre, ce que vous dites, la dimension aussi humaine est sauver des compatriotes. La déclaration du président de la République peut aider à sauver des compatriotes. Une vie n'est pas plus ou moins importante qu'une autre vie de civil, c'est la question des principes. Après, j'amène aussi des arguments de sécurité pure, sécurité sur les otages en général, les nôtres en particulier. C'est une évidence que ça fait partie des points d'attention majeurs qui mobilisent le chef de l'État et un certain nombre de services de la République au quotidien. Et puis, je le redis, la manière dont aussi on peut maîtriser toute forme d'escalade dans les jours et dans les semaines qui vont venir. Ce qui se passe à Gaza, et une fois de plus, Israël doit pouvoir se défendre et le Hamas doit être mis hors d'état de nuire. Néanmoins, la manière dont les populations civiles sont traitées peut avoir un impact sur la maîtrise de l'escalade globale. Et ça, c'est aussi le rôle de la France. Vous posez la question, est-ce qu'on a une parole singulière ? Allez à Beyrouth et allons au Liban. On sait très très bien que dans ce pays, plus que d'autres d'ailleurs, la France a une parole particulière. Est-ce que le scénario catastrophe existe ? C'est-à-dire une montée en puissance, on évoquait avec le président Herzog la possibilité qu'Israël se sente dans l'obligation, bonne ou mauvaise, chacun peut juger, de bombarder l'Iran. Et le risque d'escalade, évidemment, qu'il existe. La réalité, c'est que à la frontière entre Israël et le Liban, vous avez un seuil que d'aucuns pourraient qualifier d'acceptable. Je mets des guillemets à tout cela. En clair, c'est grave, mais pas suffisamment grave pour que ça soit encore plus grave. Pardon cette rhétorique. Enfin, l'état-major français de la FINUL, le mandat des Nations Unies, dans lequel nous avons 700 soldats sur la frontière entre le Liban et Israël, me disait que 1000 obus sont tombés à proximité des camps de l'ONU ces 24 dernières heures, entre hier et aujourd'hui. Donc, la maîtrise est là. De cette escalade, il faut la maîtriser, pardonnez-moi. Pareil en Irak. C'est peut-être moins documenté dans les médias, mais vous le faites ici, bien sûr. Mais les milices chiites, un certain nombre de milices qui s'en prennent directement aux infrastructures de la coalition, dans lesquelles vous avez des forces américaines et des forces françaises, c'est une réalité. Et on sait très bien que l'Iran présente un enjeu de sécurité absolument majeur, parce que c'est une puissance qui crée de la déstabilisation sur divers plans. On voit ici la place, n'est-ce pas, la place centrale de l'Iran dans l'ensemble de ce dispositif. D'abord, on constate, alors c'est un élément traditionnel de propagande israélienne, mais il a sa part de vérité. C'est une démocratie, contestable et discutable, mais c'est une démocratie au milieu alors d'un océan de régimes de dictature. Oui, en tout cas, c'est une grande démocratie qui partage nos logiciels politiques d'une démocratie libérale. Après,
on fait avec les voisins qu'on a. Pardon de ma trivialité, une fois de plus, je suis ministre des Armées, donc je me dois d'être pragmatique. Et la réalité, c'est que parmi ces pays, vous avez des alliés. Vous avez des pays avec lesquels on a des accords de défense. Vous avez des pays sur lesquels nous sommes engagés. Regardez, les Émirats Arabes Unis, on y a une base, des accords de défense. La Jordanie, nous avons une base des accords de défense. Au Liban, un mandat des Nations Unies avec 700 soldats de la FINUL. La Turquie est un pays membre de l'OTAN. Bref, donc le rôle de la France aussi, c'est de parler avec tout le monde pour maîtriser cette escalade. Vous avez beaucoup voyagé dans ces pays-là. L'Arabie Saoudite en particulier joue un rôle tellement clé. On voyait tout à l'heure l'image extraordinaire de MBS, le patron de l'Arabie Saoudite, qui rencontre Raïssi, l'Iranien, ennemis ancestraux chiites contre sunnites. Est-ce qu'il est l'homme clé de la région pour toutes sortes de solutions et pour empêcher l'escalade ? Moi, ce qui me frappe beaucoup dans les dialogues qu'on peut avoir avec les différents pays du Golfe, Arabie Saoudite en tête, mais c'est valable pour le Qatar, les Émirats Arabes Unis, et même le Koweït, d'ailleurs, avec lequel nous avons une relation particulière depuis l'opération Daguet, c'est qu'au fond, ces pays ne sont obnubilés que par un seul sujet, Téhéran, et ils sont obnubilés par un seul contexte, l'élection présidentielle américaine. Et donc, il faut bien comprendre que la manière dont ils interagissent entre eux, les uns et les autres, mais aussi avec nous, et singulièrement nous les Français, est largement dicté par ce repositionnement, l'enjeu de sécurité que présente Téhéran, et au fond, de regarder les États-Unis d'Amérique, regarder de plus en plus l'Indo-Pacifique, de regarder de plus en plus la question chinoise. Et c'est là où nous, Européens, on a un devoir évidemment important, on y reviendra aussi sur l'Ukraine. Donc oui, l'Arabie Saoudite est un partenaire important, nous discutons beaucoup avec eux, MBS avec le président de la République, KBS, son petit frère qui est ministre de la Défense, qui est mon homologue, ça fait partie des partenaires avec lesquels nous échangeons énormément. Jusqu'où faut-il aller dans cette réelle politique ? Prenons un cas d'école, c'est Haniyeh, c'est le chef politique du Hamas. Il est tranquillement hébergé au Qatar. C'est un homme, vous le rappeliez, qui a beaucoup de sang français. En tout cas, son organisation, le Hamas, a le sang de combien de Français ? 40 Français aujourd'hui ? 40 Français, et une fois plus, 8 disparus, dont certains otages. Et il y a plusieurs manières de regarder cela. Les Israéliens, ils l'ont dit sur notre antenne, un jour, ils le tueront. Un jour, ils mèneront une opération pour commando pour le tuer, mais pour l'instant, ils sont obligés de traiter avec lui parce que c'est un interlocuteur, officieux ou officiel. Et puis, il y a la façon très réelle politique de dire, voilà, le monde arabo-musulman est comme ça, il y a beaucoup de gens pas très présentables, mais il faut traiter avec eux. Que faire ? Quand on est ministre des Armées, on est un peu ministre de la sécurité extérieure des Françaises et des Français. Au Gérald Darmanin, le ministre de la sécurité intérieure. Moi, je suis pragmatique. Et donc, je parle avec tous celles et ceux qui peuvent apporter des solutions de sécurité pour la France. Et donc, nous parlons évidemment beaucoup avec le Qatar, qui est un pays aussi qui organise sa diplomatie en fonction de sa géographie, coincé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Le problème, souvent, nous... Ça veut dire, qu'il faut revenir à une forme de réalisme politique. Dieu sait si rappelez-vous le printemps arabe, où dans les mêmes pays qu'on a vus là, on disait, ça y est, l'heure de la démocratie est arrivée, on va pouvoir pousser ces sociétés vers la démocratie. Comment ces pays fonctionnent et pour quelles raisons ils prennent un certain nombre de décisions ne veut pas dire qu'on est d'accord avec eux. Mais je pense que l'arrogance occidentale, et là, nous autres Français, on a peut-être aussi un rôle à jouer, déjà parfois pour nous modérer collectivement, mais aussi parce que nous pouvons aider un certain nombre de partenaires européens et même américains. Pas d'arrogance dans les relations diplomatiques. Il faut aussi avoir justement un rapport d'État souverain. Après, on défend nos valeurs, on défend notre histoire, on est la France. Et donc, il faut le faire avec beaucoup d'engagement et beaucoup de force. C'est ce que nous faisons, je crois. C'est pas toujours facile. Est-ce que c'est une tradition gaullienne ? Là, vous êtes un grand lecteur du C'était de Gaulle, d'Alain Peyrefitte. Chaque fois que vous faites plaisir d'être là, vous vous rappelez cette citation extraordinaire. On est en 1967, Conseil, et les mots qu'on va lire du général de Gaulle pourraient se rapporter presque exactement à ce que nous sommes en train de vivre, en tout cas d'un point de vue gaullien. Et il parle de Gaza, très précisément. Le spectacle des réfugiés arabes mourant de soif et sans recours est tragique. Il y a un vrai ghetto arabe à Gaza. Et le mot ghetto, évidemment, est très chargé de sens. Les conséquences morales et politiques du drame pèseront lourd. On va constater une émotion énorme, notamment dans le tiers-monde. Ce drame du Moyen-Orient a rouvert une période de guerre froide qui peut aller très loin. Et il poursuit en disant, on n'a rien tellement à donner ni à prendre d'Israël. C'est dans le monde arabe qu'il faut cultiver une relation singulière. Il faut toujours remettre, évidemment, les citations dans leur contexte, mais de fait, c'est une alerte et on connaît la suite. On ne peut pas déconnecter cette phrase. Plusieurs décennies plus tard, de la guerre civile au Liban, dont on connaît les causes, même de ce qui s'est passé encore plus récemment. Donc oui, la réalité, c'est, je le disais, la manière dont les populations civiles et la manière dont la question humanitaire va être traitée va organiser, va caréner en quelque sorte l'environnement de sécurité de l'ensemble de la région. Et je vais vous dire une chose, Darius Rochebin,
y compris pour Israël en premier lieu. C'est très intéressant. Je recommande vraiment de lire le C'était perfide parce qu'il poursuit ensuite sur le thème. C'était de Gaulle. Sur l'admiration du peuple juif. Il est un peu anti-israélien, mais il poursuit sur le thème, cette nation incroyable qui a survécu pendant 2000 ans et plus, à tout, à l'exil, au massacre. Il y a quelque chose, lui qui était évidemment un patriote nationaliste, c'est presque une sorte de modèle de ce point de vue-là. J'ai oublié qu'il a été marqué profondément par la Shoah. Son fils, l'amiral de Gaulle, d'ailleurs, le raconte très bien. Quand sa nièce rentre de déportation, il l'a fait parler longuement. Enfin, une fois de plus, souvent, notamment les extrêmes, je le note, sortent de Gaulle de son contexte et font une forme de mauvais recel. Le Front National, comme LFI d'ailleurs, s'y exerce beaucoup récemment. Quand on relit, alors c'est long, c'est un gros pavé, mais quand on relit l'intégralité de cet ouvrage, ça dit quelque chose, et beaucoup de choses sont d'actualité, y compris le rapport à l'OTAN, y compris la nécessité entre Européens de prendre leurs responsabilités, la relation vis-à-vis de Washington, la relation vis-à-vis de Pékin. Des choses ont vieilli, bien sûr, et ne sont plus au goût du jour. D'autres recèlent de génie, et il faut s'y référer. De ce point de vue-là, ce qui est en train de se jouer dans la manifestation contre l'antisémitisme, on va voir quelques images quand même qui marquent cette journée. Vous avez marqué un acte important, vous avez salué la mémoire de Dreyfus, capitaine Dreyfus. Hier, 11 novembre, c'est le président de la République qui me l'a demandé, donc c'est sa gerbe que j'ai déposée. C'est un signal fort parce que souvent on se pose beaucoup de questions aujourd'hui. En fait, il suffit tout simplement de bien connaître notre histoire et d'ouvrir un bon livre d'histoire et de trouver les réponses pour les questions pour lesquelles nous posons aujourd'hui. Et Dreyfus, c'est l'infamie, c'est l'injustice, parce que juif, c'est l'antisémitisme le plus évident. Accusé de la pire chose pour un officier français, la trahison à la place d'un autre qui a vraiment trahi. Mais c'est aussi une histoire qui me fait espérer l'affaire Dreyfus, déjà parce que c'est beaucoup de grandes voix qui se lèvent pour le défendre. Hier, on était le 11 novembre, on ne peut pas ne pas parler de Clémenceau ou de Péguy, pour ne citer que ces deux-là. Et puis derrière, c'est quand même la réhabilitation. Là où il y a eu injustice, la République l'a réhabilité. Dreyfus est mobilisé pendant la Première Guerre mondiale. Il a sa citation et sa croix de guerre. Il est fait officier de la Légion d'honneur. Il a sa rosette rouge parce que justement, il participe au premier conflit mondial et il finit lieutenant-colonel. Donc, cette histoire est épouvantable. Elle a divisé les Français et en même temps, la Troisième République, notre République, a su aussi cautériser ça. Donc, moi, le président de la République a eu raison de renvoyer ce signal qui permet aussi de redire que il n'y a pas un antisémitisme récent, un antisémitisme ancien. Malheureusement, il y a un antisémitisme qui nous vient du fond des siècles, même si à l'heure de Twitter, enfin en tout cas de X, des réseaux sociaux, etc., ça prend évidemment une dimension particulière. Sur l'autre front, c'est évidemment Poutine. Ce moment Poutine, beaucoup de commentateurs ont l'impression qu'il pavoise, qu'en réalité, tout le conflit au Proche-Orient lui profite. Est-ce que c'est vrai ? Il faut dire qu'il est dans une situation qui est quand même tout sauf confortable. Si on nous avait dit de ça maintenant plusieurs années, tous les deux ici, que la Fédération de Russie s'engagerait dans une guerre conventionnelle sur voûte nucléaire, qu'elle rentrerait dans Kiev, mais qu'elle est obligée de battre en retraite, que désormais ils tiennent une ligne de front. On pourra y revenir, les Ukrainiens connaissent peut-être des difficultés, mais enfin, la réalité c'est que la Russie ne connaît pas de victoire. De voir les pays du nord de l'Europe rentrer dans l'OTAN, là où ils s'étaient toujours promis de ne pas le faire. Vous l'avez d'ailleurs rappelé dans une interview assez surréaliste que vous avez eue avec le représentant de l'ambassade de Russie à Paris vendredi soir, je crois. Je regardais ça avec beaucoup d'intérêt. De voir la Russie obligée d'appeler la Corée du Nord à sa rescousse pour se faire livrer des armes, parce que l'industrie de défense russe, certes, produit davantage, mais pas non plus suffisamment pour permettre à la Russie de l'emporter. Donc oui, il y a une dimension de communication de la part de Vladimir Poutine. Tout ça est vrai, tout ça est vrai. Politique, parce que pour Vladimir Poutine, il faut gagner du temps. Mais est-ce qu'en même temps, il arrive à bloquer ce qui est pour lui essentiel, c'est-à-dire l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, par ce conflit qui visiblement va durer? Est-ce que ça, du point de vue des Russes, hélas pour le camp occidental, ça n'est pas une réussite? J'avais répondu à votre question d'ailleurs à Vilnius, nous y étions ensemble en marge du sommet de l'OTAN du mois de juillet dernier, si ma mémoire est bonne. C'est parce qu'il y a la guerre que ça retarde l'adhésion formelle. Il l'a fait durer. Mais il a les moyens visiblement de la faire durer. Parce que ce sont les Ukrainiens qui la font durer en luttant courageusement, parce que personne ne pariait non plus sur eux au début. Je pense que là aussi, j'appelle beaucoup de calme. On a l'impression qu'on revient dans un monde dans lequel les batailles devraient être gagnées comme ça très rapidement. De fait, la contre-offensive, elle est difficile, si je peux en dire un mot, parce que en fait, c'est quand même la réalité du terrain qui donnera aussi le champ du possible sur le terrain des discussions. Le président de la République, d'ailleurs, il a rappelé cette semaine, il faudra le moment venu, le moment n'est pas encore venu, ça sera aux Ukrainiens de le dire, avoir des discussions qui seront forcément justes et bonnes. Mais pour qu'elles soient justes et bonnes, il faut que la situation sur le terrain soit claire. Et aujourd'hui, la situation montre une contre-offensive difficile, parce que la Fédération de Russie a fait sécher la ligne de front, en quelque sorte. Beaucoup de moyens sont consacrés uniquement pour la tenir. Les Russes tentent peu
d'incursions ou peu de faire bouger cette ligne de front. Et donc c'est aux Ukrainiens de fournir un rapport de force pratiquement 2 contre 1 à 3 contre 1 pour arriver à perforer cette ligne, la tenir, avec en plus une maîtrise du ciel qui est très compliquée. Est-ce qu'on a sous-estimé la Russie? Il faut rappeler beaucoup de commentateurs, d'éminents généraux, souvent des anciens de votre maison, qui disaient la Russie va tomber, elle va s'écrouler, c'est une armée de va-nu-pieds, etc. On est maintenant à plus de 620 jours, je crois, de guerre. Et la Russie, alors avec tout ce que vous avez rappelé avant, tout à l'heure, mais elle est là. Et Poutine est là surtout. Alors, il faut se méfier de beaucoup d'experts, quand même, malgré tout, je le dis au passage, y compris quand ils peuvent venir. Merci du conseil. Je vous le renvoie aussi. Exactement. Vous en avez aussi. Je m'en méfie, justement. Je suis frappé de voir que c'est un conflit qui fait mentir, ou en tout cas qui trompe beaucoup d'experts. Et moi, donc, je suis prudent et humble. Et c'est aussi pour ça que continuer d'aider l'Ukraine, c'est la meilleure des choses à faire, parce que ça permet aussi de leur permettre d'avoir cette chance de l'emporter. Mais en tout cas, la Russie ne peut ni ne doit gagner, et je pense que les Ukrainiens n'ont pas dit leur dernier mot. Est-ce qu'il y a eu, on entend beaucoup de voix ukrainiennes dire l'impression qu'il y a eu une forme de double discours occidental, disant sur les tréteaux, c'est une guerre majeure, de l'ombre contre la lumière, de la démocratie contre la dictature, et en même temps, tout à coup, on entend des gens dire il va falloir parler, y compris avec Poutine, qui est accusé de crimes contre l'humanité, mais lui parler quand même. Comment expliquer, vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas être manichéen, comment expliquer cette... Mais on a la mémoire courte, parce que dès les premières semaines du conflit, des délégations ukrainiennes discutaient avec les délégations russes. Sauf que chaque camp, notamment le camp russe, pensait qu'il aurait vite le dessus sur le terrain militaire et qu'il n'avait pas besoin de discuter. Donc ces discussions, elles ont déjà eu lieu. C'est celui qui est en position de faiblesse qui, en général... En fait, il faut dire clairement les choses aux téléspectateurs. On est sur un conflit, au final, qui s'équilibre beaucoup. Alors, sauf que c'est aux Ukrainiens de fournir l'essentiel de l'effort, parce que la contre-offensive nécessite par définition plus d'efforts qu'une offensive qui était mobile. Et puis la maîtrise du ciel, j'y reviens, est un point clé. Vous en êtes, témoin, comme il y a très peu de gens sur Terre qui parlent à Shoigu. Alors, vous parlez à Shoigu. On aimerait être une mouche pour entendre comment se passe le dialogue entre Sébastien Lecornu et Shoigu. Qu'est-ce que vous dites? Alors ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'échange. Combien de fois vous êtes parlé? 2 ou 3 fois, dans des cas très précis de gestion d'escalade potentielle. Ça nous a été beaucoup reproché, que le président de la République parle à Vladimir Poutine pendant des heures durant, que je puisse avoir Sergueï Shoigu au téléphone. La réalité, c'est qu'une puissance nucléaire a quelques devoirs avec une autre puissance nucléaire, et que donc un certain nombre de conversations nous avaient permis de maîtriser en tout cas l'escalade dans des moments particulièrement sensibles. Moi, je ne parle plus au ministre de la Défense. Vous pourriez le faire demain, vous pouvez le rappeler? Il faudrait que ce soit utile et efficace, puisque ce que je vois, c'est que les fois aussi où de bonne foi la France a mis de l'énergie aussi pour permettre à la Russie de sortir de l'ornière dans lequel elle s'était mise toute seule, il faut bien le reconnaître, ils n'en ont rien fait. Donc nous, on est aux côtés des Ukrainiens, on veut être un partenaire fiable et sur le long terme. Avec des quantités d'armes significatives. On dit souvent, et c'est vrai, nous l'avons vérifié à bien des égards, la France fait souvent davantage qu'elle ne dit. Combien y a-t-il de César, de canons César actuellement en Ukraine? 30 Français, 19 Danois, que le Danemark a pu donner par notre entremise. La réalité, c'est que pendant longtemps, rappelez-vous, il y a 1 an ou 2, la question des classements, notamment le fameux classement de Kiel, la France n'en fait pas assez, etc. Bon, 2 parlementaires remarquables ont accompli et commis un rapport qu'ils ont sorti la semaine dernière qui montre que l'aide française militaire est autour de 3,3 milliards d'euros. Le président de la République l'avait toujours dit, nous on préfère aider significativement et ne pas communiquer sur tout. Je pense que ça nous évite aussi des situations parfois un peu ridicules. Je me suis retrouvé dans quelques réunions européennes ou otaniennes, je ne donnerai pas de nom de pays pour éviter tout problème, dans lequel l'homologue en question commençait à valoriser les armes données à l'Ukraine au poids, à la tonne. Bon, vous voyez. Donc, je pense qu'il faut être sage. On est efficace sur 2 segments, d'un mot. La défense solaire, c'est clé. Quelles que soient les couches de la lutte anti-drone. Ça veut dire, si on entre dans le concret, les prochains paliers, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire davantage pour l'Ukraine? Ce que Emmanuel Macron m'a demandé d'instruire, en lien avec le partenaire ukrainien, c'est toujours sur ces 2 segments. Défense solaire. C'est clé parce que vous protégez à la fois le champ de bataille et vous protégez les infrastructures civiles, y compris pendant l'hiver qui va débuter, sur lequel, on le sait, la Russie va reprendre des frappes dans la profondeur, notamment sur les infrastructures énergétiques. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais il y a moins de frappes russes. On subodore que la Russie est en train de reconstituer aussi des stocks importants de missiles, et malheureusement on va reprendre les frappes que nous avons connues à l'hiver dernier. Donc ça, nous on va continuer soit sur les systèmes en tant que tels de défense solaire, soit sur les systèmes de missiles pour les alimenter. Ça va du Mistral
Ça va du Crotale jusqu'au missile Aster des Samté, que nous armons en tout cas que nous avons donné en lien avec nos amis italiens. Puis il y a un deuxième segment qui est clé. Il y a de l'attrition par définition sur la ligne de front. C'est évidemment les équipements terrestres, l'artillerie notamment. Mais poser la question sur les Césars, qui devient un peu le symbole, mais c'est vrai également aussi des véhicules de transport de Donc 50 Césars, une cinquantaine de Césars, soit français, soit organisés par la France. On va aller plus loin. Dans la mesure où Nexter, et je remercie par votre intermédiaire, si vous m'y autorisez, les équipes de Nexter, du patron jusqu'aux ouvriers des usines de Roanne ou de Bourges, qui ont fait un boulot absolument formidable sur ce qu'on appelle l'économie de guerre. En clair, être capable de reproduire plus vite dans une gestion des stocks différenciés. Les usines Nexter étaient globalement capables de produire 2 canons César par mois au début du conflit. À partir du mois de décembre et du mois de janvier, on sera à quelque chose entre 4 et 6. Ça veut donc dire que nous discutons avec le ministre de la Défense ukrainien pour être en capacité de faire acheter par l'Ukraine, avec des clés de financement que nous sommes en train d'imaginer, des canons César neufs pour ne plus avoir à les prélever dans le parc de l'armée française. Quel est